Bonjour David Girondin Moab. Bonjour Nous les sommes amis. très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour cet entretien de Castelet qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors je dirais peut-être d'abord sculpteur, puis plasticien, puis metteur en scène, puis marionnettiste dans l'ordre un peu de chronologie de comment c'est arrivé. Marionnettiste parce que j'ai découvert la marionnette à l'école de Charleville. Vraiment, j'ai tout découvert là-bas, à la 4e promotion en, je dois le dire, 96-99. C'était ce tronçon de temps-là. Très bien. On va commencer directement par Charleville, l'école, vu que tu commences par là. Est-ce que tu vois encore les gens de ta promo? Est-ce que vous faites des rendez-vous de la 4e promo? Non, on ne fait pas des rendez-vous de la 4e promo. Alors je sais pas si le temps joue ou si c'est simplement qu'on n'a jamais fait ça avec cette promo, même si je pense qu'il y avait une certaine homogénéité dans nos disparités et qu'on était un groupe assez cohérent, mais voilà, ça s'est pas fait comme ça. Par contre, je revois, voilà, comme toutes les promotions, on revoit des gens avec lesquels on a des liens peut-être plus précieux. Et c'est qui, toi, les gens avec qui tu te sens en lien? Alors, je revois beaucoup Paolo, parce qu'on était très amis, on l'est toujours. Puis on a fondé la compagnie Pseudonymo ensemble aussi au départ, avant qu'on parte de ci, de là. Je revois parfois Laure de Bourassia, même si elle a complètement arrêté, mais elle est sur Reims, donc je la vois parfois. Et puis je revois aussi Gisèle, parfois, Jonathan également. Voilà, pour ceux que je revois le plus souvent. Je suis en contact avec Cyril également. Enfin, voilà, Oui, tu es un peu en contact avec... Ah ben voilà, toute une partie comme ça de la promotion. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'être 3 Ah, ans... et Gabriel Herman-Priquet aussi, qui est un ami. Qu'est-ce que ça fait d'être 3 ans comme ça avec une promotion? T'avais quel âge, Moi toi, j'ai quand trouvé t'es ça. rentré? Moi je suis rentré vieux parce que voilà, on avait je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas, moi je suis rentré à 26 ans. Donc c'était relativement âgé pour le concours. On était quelques-uns comme ça à 26 ans. Et c'est une chance d'entrer âgé parce qu'on avait déjà une vie, déjà des études. On avait déjà, je dirais, c'était un peu un renouveau pour nous, un nouveau souffle. Ceux qui arrivions, qui avions déjà travaillé. Et donc voilà, moi qui en plus n'avais aucune formation théâtrale, j'ai passé mon temps à découvrir tout pendant 3 ans avec chaque intervenant ou chaque professeur qu'on pouvait avoir. Et comment t'as fait à l'examen, t'as fait un numéro de marionnette? Oui, j'ai fait un numéro de marionnette, tout à fait. Je dois en dire plus? T'avais préparé ça comment? Non, Ah mais non, vu que alors tu il y dis que avait t'avais 2. jamais fait de marionnette, comment t'as préparé Alors ton entrée? non, c'est vrai que j'avais fait un stage de marionnette. C'est ça qui a été déterminant. J'ai fait un stage de marionnette avec un personnage qui s'appelle Philippe Rodriguez Jorda et qui donnait des stages comme ça. Et moi, c'est par hasard que je me suis retrouvé à faire ce stage parce que je faisais une objection de conscience et le directeur de l'AMJ, je donnais des cours de sculpture, le directeur a dit ben, vous allez faire ça, théâtre ou marionnette, choisissez. De 2 mots, ben voilà, j'ai pris le moindre, j'ai pris marionnette, et puis j'ai découvert que la marionnette, c'était pas tous les préjugés qu'on en a, et que j'en avais, et que c'était autre chose, et que j'ai découvert que c'était peut-être une manière d'explorer des champs qui m'intéressaient beaucoup, comme la science-fiction et le fantastique. J'ai dit, tiens, on peut faire ça avec ces objets vivants qui sont pas forcément des chaussettes avec des yeux, pas que ça peut aussi être ça, et pourquoi pas d'ailleurs, mais ça pouvait être plein d'autres choses, et c'est ça qui m'a intéressé. Donc c'est comme ça, après ce stage, que 1 ou 2 années sont passées, le concours suivant est arrivé, et je l'ai fait sans être absolument, je n'étais absolument pas conscient de ce que c'était que cette école, de son envergure nationale ou internationale, etc., etc. Je l'ai fait comme un endroit possible de formation qui allait continuer la première formation que j'avais pu faire là lors d'un stage de quelques jours. Mais t'as présenté quoi comme marionnette? J'avais présenté un truc qui s'appelait Ardelle ou la Marguerite de, de Hanouille, et c'était un petit texte où j'avais mis des marionnettes, des petites marionnettes sur des plaques avec des roulettes. Donc moi je m'amusais en fait à faire ça, et donc j'avais ces petits personnages qui roulaient comme des espèces de petites effigies avec les bras vaguement articulés, quoi, et puis qui jouaient le texte comme ça. Ça, c'est ce que j'avais préparé, parce qu'il fallait préparer quelque chose. Après, il y avait aussi la semaine probatoire où là on faisait plein d'autres petites improvisations en tout genre avec les objets qui jonchaient le lieu. Et la sortie, t'as fait quoi? Je crois que la sortie, j'ai fait un truc improvisé avec une balle scotchée autour de la main, et des baskets qui faisaient les oreilles d'un espèce de chien qui était mon compagnon, à moitié de la ventriloquie, à moitié un truc bizarroïde. D'accord.
Et quand tu dis la science-fiction, ça c'était avant de rentrer à l'école que tu avais déjà cette Oui, 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 appétence oui, ça, pour le ça c'est fantastique. voilà, c'est les goûts qu'on peut avoir développés avant de faire l'école. Voilà, pour moi, c'était ce champ-là qui m'intéressait. Mais c'est quand même ce qui m'a motivé. Je veux dire, c'est parce que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là qui fait que certains livres, je me suis dit, on peut les adapter, enfin, on peut leur donner une existence tridimensionnelle avec le théâtre finalement. Parce que la marionnette permet ça. Alors, en fait, la fabrication de choses qui n'existent pas au théâtre, qu'on ne fait pas au théâtre. Au théâtre, on monte. Enfin, le premier rapport dont on entend et dont j'ai entendu parler au théâtre, c'est d'adapter des textes qui sont déjà écrits et qui sont des textes qui disent déjà tout finalement, où l'image n'a pas tellement sa place. Alors que la marionnette n'a pas un répertoire aussi envahissant. Et donc, il y avait des possibilités de travailler sur des adaptations. Ah, c'est très intéressant les adaptations, parce que ça veut dire qu'on décide de la masse de texte qu'on va insérer sur le plateau, on décide de la masse d'images qu'on va insérer, on décide de la masse de sons qu'on va insérer, on décide de la masse d'objets scénographiques qui vont raconter là où on est, les espaces ou l'espace. On décide d'éclairer telle ou telle partie de l'espace parce qu'il est petit et qu'il y a des petits personnages dessus. Donc on peut faire du cinéma au plateau en fait. C'est ça pour moi l'un des intérêts de la marionnette. Et le rapport au théâtre de manière générale, quand tu étais jeune, on t'a amené au théâtre. Rien, C'est quoi rien. ton milieu socio-culturel Moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas du tout de lien avec ce type de culture-là, hein. Il y a pas un grand lien avec la culture. Donc, la culture, c'est peut-être un des avantages quand on vient comme ça d'un milieu, je dirais plutôt ouvrier, quoi. C'est qu'on va, Tu viens d'où dans on la va, France? De quel je endroit? viens de la Marne, enfin De la après Marne. un peu d'ailleurs, mais sinon, non, mes parents ils sont par ici, sur le territoire, dans les alentours, quoi. Oui, du coup, c'était pas loin, Charleville aussi. Non, Charleville, c'était pas loin. C'était aussi ce qui a peut-être fait que c'était facile pour moi de passer ce concours. Je sais pas si je l'aurais fait, si j'avais dû aller dans le sud, tout au bout, à Paris peut-être. Oui, c'était pas si loin non plus. Mais c'était vraiment l'occasion qui faisait le larron, comme on dit. C'était à 2 pas, donc on va faire le concours. Et t'as fait quoi comme études avant? T'as fait des études ou... J'ai fait des études de lettres et de philosophie, mais pas grand-chose, hein, pas très loin, juste comme ça, quoi. Suffisamment pour voir que ça m'intéressait pas de faire des études, en gros, qu'en fait. En tout cas, ça n'avait pas tellement d'intérêt, ni d'être à la fac, c'était quand même très ennuyeux, très rébarbatif. Bon, il y avait des cours de cinéma, il y avait des cours de philo qui étaient marrants, mais bon, pour faire quoi en plus après, quoi? C'était ça, très vite, c'était, quel que soit le nombre d'années d'études, c'était une voie de garage pour moi, l'université, en termes de perspective. J'avais pas envie d'enseigner quelque chose, quoi, la philosophie ou je sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous parler de quelques expériences qui t'ont marqué à l'ESNAM, qui ont été un peu marquants d'un point de vue artistique ou d'un point de vue même de vision, de quelque chose? Oui, en fait, il y a pas mal de choses qui étaient. En fait, ce qui a été marquant, je crois, c'est qu'à un moment donné, on comprend, en tout cas dans notre promotion, j'insiste parce qu'en fait, il y a des alchimies différentes d'une promotion à l'autre en fonction des professeurs avec lesquels, des enseignants, des intervenants, des artistes avec lesquels on va avoir ce rendez-vous pendant ces 3 ans. Et ce qui était, je trouve, assez intéressant, c'était de voir les liens qu'il pouvait y avoir entre, à un moment donné, de comprendre de manière organique les liens qu'il pouvait y avoir entre Claire Héguenne, Alain Molot, qui venait de l'école Lecoq, qui était un enseignant de l'école Lecoq. Hem, Même, Éloi Rocoin aussi d'ailleurs, les liens qu'il pouvait y avoir entre tout ça, comment en fait tout ça était systémique. Le que la marionnette n'était pas toute seule dans son coin, que en fait, ce que ça pouvait révéler à un moment donné, en tout cas, moi, ça m'a révélé, c'était que l'acteur ou la marionnette, c'était la même chose. C'était, un objet auquel on donne vie, que le corps, c'est un objet auquel on donne vie et que, heu, si on le manipule, ce corps, de manière artificielle, regard à droite, regard à gauche, quelques pas, on crée l'illusion du vivant aussi sur le plateau et que, ce travail qu'on faisait avec Claire Héguenne du corps dégressif, progressif et des mouvements du corps et qui était fait pour nous finalement, pour nous nourrir de l'intérieur sur les mouvements qu'on allait donner à l'objet, mais c'était la même chose en fait et qu'il y avait voilà, que c'était des objets qu'on remplit. Et ça, c'était assez intéressant de découvrir ça de l'intérieur, de découvrir aussi, des méthodes de jeu d'acteurs qui étaient différentes entre Alain Molot et pour reprendre, Alain Rocoin ou Éloi Rocoin pardon, il
Il y avait aussi Alain Recoin qu'on avait eu aussi pour la gaine. Mais voilà, c'était intéressant de voir les systèmes de jeu, comment ils s'organisaient, et comment ils s'opposaient ou comment ils étaient liés également. Et quand tu es sorti de l'école, tu t'es tout de suite mis à travailler, tu as créé la compagnie. Comment ça s'est passé à la sortie de l'école? Alors à l'époque, il y avait pas ce battage pour que les professionnels, viennent voir et soient à la sortie de l'école. Donc on avait quand même, alors quand je dis ce battage-là, ça peut paraître péjoratif, mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté que les programmateurs soient là aujourd'hui, qui viennent voir les sortants, et ça a des aspects positifs comme négatifs. Nous, au sortir, on avait un champ expérimental riche, mais par contre, il manquait de marche, quoi. Quand on arrivait, il n'y avait plus rien d'un seul coup. Il n'y avait personne, il fallait qu'on se débrouille, hein, et il fallait qu'on comprenne par nous-mêmes. Il n'y avait pas beaucoup non plus de lieux compagnonnage qui étaient là pour poursuivre la transmission, comme on peut le faire nous aujourd'hui avec le jardin parallèle. Donc tout ça, ça prend quand même quelques années une autre formation qui, est, qui, qui existe un peu à l'école. On a des petits rendez-vous comme ça, mais ça ne permet pas de bien comprendre. Là, c'est le réel vraiment qui permet de comprendre que ben voilà, il y a un autre travail à fournir pour créer sa compagnie, la faire exister, aller chercher les sous, convaincre les programmateurs, la boucle infernale de «on n'a pas vu ce que vous faites», etc., etc. Mais quand tu es sorti, tu t'es dit, je vais devenir marionnettiste ou metteur en scène. Oui, Comment tu oui, tout à fait, parce que je crois que ces promotions-là, du début de la vie de l'école, même si c'était la 4e promotion et que ça faisait déjà quelques années, c'était quand même encore le début de cette école-là, toujours dirigée par, Margareta à l'époque. Hem, Notre formation, elle, nous amenait à être d'abord des metteurs en scène qui savaient travailler avec l'objet. On avait développé une culture du théâtre et de la mise en scène de théâtre, mais on avait surtout, hem, une expérience de la mise en scène avec objet et pas de la mise en scène d'un spectacle de marionnettes de tel type, par exemple. Mais ça, je trouve que c'était une grande force, c'est-à-dire qu'on a, avec Éloi Aucoin, beaucoup travaillé sur la dramaturgie d'un spectacle. Et la dramaturgie d'un spectacle, ça voulait dire à quel moment la marionnette est nécessaire sur le plateau. Et ça, c'était très intéressant parce que quand l'objet il arrive parce qu'il est nécessaire, bah, il a une puissance extrêmement forte sur un plateau de théâtre auprès d'acteurs masqués, de d'illusions vidéo, d'illusions XY qu'on peut fournir, en tout cas auprès d'un univers qu'on va créer dans lequel pardon, l'objet est nécessaire. Et du coup, mise en scène, toi, tu te voyais plutôt mise en scène en sortant de l'école. Oui, je me voyais, alors je me disais pas mise en scène parce que tout ça, ça me paraissait un peu énorme, mais en tout cas, j'avais des envies de conception d'univers au plateau. Et tu as parlé, quand tu t'es défini, tu as dit sculpteur et plasticien en premier. Parce que c'est vraiment de là que je viens, de cette, manière d'être, de penser assez introspective et que c'est très progressivement que je suis allé vers la mise en scène. C'est pour ça que je suis pas sorti de l'école en me disant: «Je suis metteur en scène». Maintenant je le dis plus volontiers parce que je vois bien qu'il y a des besoins de définition des uns et des autres, mais c'est pas quelque chose qui était naturel du tout, dans ma manière de voir les choses. Et quand tu dis sculpture, c'est sculpture sur quelle matière Bon, ça pouvait être des matériaux durs comme des matériaux mous, là, ça pouvait être l'argile, comme, donc le modelage, comme, la taille avec, de la pierre tendre, mais, quand même, tout ce qui, donnait, des formes, qui permettait de créer des formes, ouais, tout à fait. Très bien. On va parler un peu du compagnonnage. On va passer au compagnonnage, c'est-à-dire que toi, du coup, vous êtes un lieu compagnonnage et du coup, tu reçois des gens, des compagnons. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux, on n'a jamais eu sur la chaîne quelqu'un qui nous a parlé de ce système de compagnonnage. Est-ce que tu peux déjà faire une petite présentation? Alors c'est un temps d'accueil que maintenant on a défini peu à peu en accueillant des compagnons, au sein du jardin. On a commencé à écrire, je dirais, ce compagnonnage un peu plus. Et même si nous on l'a écrit et qu'on lui a donné un cadre, il est quand même, ça reste quand même un accueil mutant en fonction de la personne qui va venir. Nous, on s'adapte beaucoup à la personne qu'on va avoir, en face de nous, au contexte en fait, au contexte global. Aussi au contexte, moi je pense toujours à Emily Evans qui est arrivée pendant le covid. Bon, c'était à la fois une chance et une malchance parce que nous, on était très disponibles. Moi, j'avais beaucoup de temps avec elle pour discuter sur ce qu'était, la vie d'artiste, on va dire. Et puis d'autres fois, il y a une grosse activité, mais les compagnons sont,
toujours solliciter pour participer le plus possible à la vie du lieu, à tout ce qu'il y a dans la vie du lieu. Ça peut être à la fois accompagner des artistes qui sont en résidence et les aider sur de la construction ou sur le projet lui-même. Ça va être, à chaque fois en tout cas, faire de la médiation, c'est-à-dire des ateliers qui sont mis en place par le Jardin Parallèle. Ça va être participer à des créations qu'il y a dans l'une ou dans l'autre des compagnies, et maintenant de plus en plus dans des créations qui vont être initiées par le Jardin Parallèle. Parce qu'au début, on ne faisait pas de création d'un jardin parallèle, mais là, on commence à en faire de plus en plus, notamment autour de projets participatifs. Donc là, il va y avoir de plus en plus d'implication du compagnon dans ce projet-là, un peu à l'endroit qu'il veut, en fait, à l'endroit où lui, il a envie de développer quelque chose. Mais d'un point de vue pratique, comment on devient un compagnon? Combien de temps ça alors, dure? Tout ça. en fait, il n'y a pas de... Alors, ça dure 6 mois. Ça dure 6 mois minimum, on va dire. 6 mois pendant lesquels le compagnon est en intermittence mensualisée, donc il est là tous les jours. Nous le compagnonnage, c'est comme ça, c'est vraiment une présence continue. Alors évidemment, il y a plein de petites dérogations, il y a un engagement par-ci, un engagement par-là, il y a des vacances aussi qui sont à prendre, mais c'est quand même un compagnonnage au jour le jour avec nous, qui sommes là tous les jours également sur le lieu. Et donc le compagnon est là aussi, et quand il ressort de ces 6 mois, il a, et ça c'est important, le statut d'intermittent. Enfin le statut, il a l'intermittence. Donc ça donne déjà quand même une certaine voilure au sortir du jardin parallèle. Et puis souvent, selon l'endroit où se trouve le compagnon, c'est des gens avec lesquels on va continuer à collaborer. Donc la plupart des compagnons reviennent ici travailler sur des périodes où parfois ils nous demandent, parce qu'il y a aussi des besoins, pour compléter une intermittence, ça peut arriver, on va plutôt les solliciter eux, enfin celui qui en a le plus besoin en premier lieu. Pour faire des ateliers, de Pour faire des médiation. ateliers, pour faire de la construction, pour faire pas mal de choses. Ouais, pour faire pas mal de choses. Et vous avez eu du coup combien de compagnons depuis le début du jardin parallèle? Mince. Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas compté. Mais je dirais peut-être 9, 10, quelque chose comme ça, ouais. Donc Peut-être ça dure 10. 6 mois, mais c'est tous les ans, C'est tous les ans, ouais. tous les ans. Alors parfois 2 par an. C'est arrivé quand il y a eu, justement au sortir du Covid, il y avait la volonté d'aider un peu plus. Donc là, on a eu un peu plus d'argent. On avait Raquel et Mathias. Raquel Mutzenberg et Mathias Seban, qui étaient là à peu près en même temps. Et puis voilà, sinon c'est plutôt un par an, de janvier au début de l'été. Et qui est-ce qui finance ce dispositif? Alors nous, on est conventionné avec l'État, la région, la ville et le département. Et Donc donc par la DRAC, c'est ça? oui, c'est ça, l'État, c'est la DRAC. Et dans cette convention, on a des choses à faire, hein, des choses qui sont écrites dans la convention et qui cadrent notre projet. Et dans ces choses écrites, il y a l'accueil de compagnons en résidence, par exemple, et l'accueil d'un compagnon par an, entre autres choses, avec le festival Orbis Pictus, avec tout un set d'actions, etc., etc. Mais tout ça, c'est cadré dans une convention pour qu'on le fasse tous les ans. Et pas plus, normalement. Mais évidemment, on fait plus. Et comment s'est née cette envie de faire du compagnonnage? Est-ce que c'était évident à un moment? Alors, oui, je dirais que ça s'est imposé. Après, ce qui n'était pas évident, c'est de savoir comment faire du compagnonnage, parce que là, on a appris peu à peu. Je crois que la première compagnonne, c'était Violaine Fimbel, qu'on a eu un peu avant de faire le compagnonnage. On l'a rencontrée, puis elle a passé le concours, on l'a accompagnée pour passer le concours. Et quand elle a eu le concours, elle est revenue en compagnonnage ici. Et puis il se passe quelque chose, c'est que parfois les compagnons font le compagnonnage ici, puis ensuite ils ont un compagnonnage au manège. C'est un compagnonnage qui a une toute autre forme, parce que là, ça les accompagne sur leur première création, et sur un accompagnement dans une scène nationale, c'est-à-dire un autre rendez-vous avec le public. Ici, le rendez-vous avec le public, il reste sur d'autres chaînes de la rencontre. Il peut se faire hors Bispitus avec le public vraiment, mais sinon on est plutôt sur des rencontres avec le public qui vient aux médiations, qui vient assister aux restitutions. Mais voilà, c'est une bonne immersion dans un outil de travail de la scène. Alors on va parler un peu du lieu, du jardin parallèle. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique et essayer de décrire l'endroit où vous êtes actuellement? C'est-à-dire, mais un peu de manière factuelle, quel est le nombre de salariés, le budget? Est-ce que tu peux faire... Oui, tout à fait. Déjà, je vois que j'ai raté un maillon quand tu me demandais pour le compagnonnage. C'est parce que nous, quand on a cherché ce lieu, on partait d'un besoin. Et on a trouvé cet outil assez massif, je dirais. C'était pas, on cherchait plutôt une petite salle. Et puis ici à Reims,
C'est une ville qui a une certaine particularité, elle a été beaucoup détruite, donc il n'y avait pas beaucoup de lieux qu'on pouvait investir. Et puis il y avait ce garage d'un seul coup qui est apparu, les garagistes sont partis, on est arrivé à ce moment-là, on nous l'a montré, on a dit: «Ben oui, évidemment». Enfin, mais c'était pas du tout le projet initial. C'était pas le projet d'un espace pour venir fabriquer les marionnettes. C'était le projet d'un projet d'accompagnement et d'accueil de compagnie. Donc c'est là qu'on a arrimé l'idée du compagnonnage et l'idée d'accueil de compagnie sur des outils de type qui existaient déjà, qui étaient les LCMC, les lieux compagnie missionnés pour le compagnonnage. Je le dis parce que c'est important, je dirais, dans l'histoire de ces lieux. Il y en existait déjà certains euh, qui ont parfois disparu ou qui ont parfois muté, qui sont devenus des CNM. Mais nous, à l'époque, on s'est agrégé à un set de lieux compagnie missionnés pour le compagnonnage qui existait déjà. Et puis la porte, elle s'est un peu claquée derrière. Donc on a eu de la chance, on est arrivé. On nous a dit, bah, écoutez, si vous voulez quelque chose, c'est ça, LCMC, un dispositif compagnonnage qu'on va adosser à votre lieu. Et puis, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Après, par la suite, il y a eu beaucoup de négociations dont on a fait partie, Angélique et moi, auprès du ministère, pour qu'il y ait une mutation de la profession vers des lieux labellisés. C'est ça l'histoire récente encore de ces lieux labellisés qui continuent de se constituer, qui continuent de se mettre en place. Du coup, un bref histoire, vas-y. Et sur le jardin parallèle, on est en double direction sur un 35 heures, Angélique et moi. Donc en codirection avec une administratrice, une chargée de communication. On a un régisseur, mais qui n'est pas vraiment dans les postes fixes, qui vient de temps en temps, un poste de régie en tout cas, qu'on fait tourner, mais qui n'est pas en fixe ni en CDI, c'est de l'intermittence. Et on a le compagnon qui entre aussi dans l'équipe une fois par an. Et puis là, actuellement, on a souvent des stagiaires, on accueille beaucoup de stagiaires ici. Et on a aussi, bon, pardon, je ne retrouve pas le mot, enfin, on a quelqu'un d'autre une alternante, voilà, quelqu'un qui est en alternance. Et d'un point de vue accueil de résidence, tu parlais d'accueil en résidence, combien vous faites d'accueil Alors, on est par an? censé faire 7 à 8 accueils en résidence par an, sur environ 2 semaines en moyenne. Parfois, on en fait un petit peu plus. Et puis, on a des résidences coup de pouce. Les résidences coup de pouce, c'est plus des gens qui sont du territoire et qui ont besoin du lieu à un moment donné. Donc, sachant que maintenant, on a 2 lieux, puisqu'il y a le jardin parallèle, qui est l'outil initial, qui est un grand espace avec les ateliers, avec un grand plateau de répétition. Et puis, plus récemment, il y a ce lieu que nous a transmis Didier Lelong, qui est le Gourbi, dans lequel on est actuellement. Très Qu'on a bien. appelé le Gourbi parallèle. Le gourbi, après le jardin, le garage parallèle n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé. Ça a été très vite le J'aimerais jardin. que tu nous parles un peu du lien aux partenaires ou les tutelles. Ça m'intéresse de savoir quel mot tu utilises. Et comment, pour toi, est-ce que c'était évident ce rapport de parler aux politiques ou aux représentants des politiques? Est-ce que ça a été un effort? Comment tu as vécu ce qui m'intéresse, c'est aussi le début de tes premières expériences avec ce monde. Alors, bah, étrangement pour moi, le rapport avec les partenaires, c'est quelque chose que je trouve plutôt intéressant, plutôt simple, fluide. Je crois que les enjeux sont assez, les enjeux et les rapports qu'on peut avoir avec les partenaires sont assez équitables, en fait. Donc on arrive, nous, avec un projet, on leur propose et on va co-construire. Et ça, c'est plutôt stimulant d'être en co-construction avec des gens, bah, que ça intéresse forcément, je dirais, de voir des outils nouveaux se mettre en place sur le territoire, de voir des choses qui vont s'articuler et qui vont avoir du sens sur le territoire, de faire fourmiller, pardon, faire vivre le territoire avec des choses nouvelles. Et donc c'était assez simple de leur présenter ce projet, de leur présenter tout ce qu'on voulait y faire, les ramifications, etc., etc. C'est un peu plus complexe en ce moment parce qu'on est là depuis peut-être un peu plus longtemps et puis parce que les choses se tendent avec les questions financières qui se tendent également. Mais ça reste quand même des dialogues qui sont plutôt agréables que de leur présenter les projets qu'on a en tête et comment on les déploie. Mais c'est un rapport qui est plus simple, je trouve, avec les programmateurs, où on est, ouais, même si on fait tous des pas de l'un vers l'autre, c'est toujours plus compliqué le lien avec un programmateur. C'est difficile de ne pas avoir un rapport de hiérarchie avec un programmateur à qui on va essayer de vendre un spectacle et qui peut subjectivement ou objectivement trouver que finalement ça ne l'intéresse pas. C'est compliqué de venir présenter quelque chose voilà, qu'on a porté, qu'on a construit, qu'on pense être bien, on se trompe peut-être en plus. Et on leur propose avec toute notre conviction, puis ils peuvent faire la moue et regarder le panier de fraises en se disant que
en dessous, elles sont pas si belles, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué ce rapport commercial qu'on va avoir d'un seul coup. Je trouve que c'est pas le cas avec les partenaires. Et toi, en tant que directeur, même co-directeur du Jardin Parallèle, tu te retrouves quand même à devoir assurer une mission de programmation. Tout à fait. Et est-ce que ça t'a appris ça sur le rapport à la programmation? Comment toi tu vis ça? Est-ce que tu as senti une différence entre avant que tu aies cette capacité de programmation et après, dans le rapport aux autres, dans le rapport peut-être justement à tout un monde que quand on est artiste, ils viennent pas nous voir les chargés de diffusion? Est-ce que tu peux dire quelques... Oh oui, je peux te dire quelque chose là-dessus. Enfin, effectivement, il y a des choses qu'on comprend beaucoup mieux en étant de ce côté-là. Pas tout, hein, d'ailleurs, il y a encore des choses qui nous échappent. Faut aussi dire qu'on n'a pas non plus une capacité de programmation qui est démesurée. C'est un événement, un festival avec des formes brèves, mais quand même, ce que ça permet de comprendre, d'avoir Il y a une dizaine ou une douzaine de compagnies ouais, qui vous 15 faites venir? compagnies qui 15 viennent sur compagnies. Orbis Pictus. Euh, 15 compagnies par an, c'est à peu près la programmation du Mouffetard. d'accord, d'accord. 15 Alors je pense spectacles que, par an. Mais ouais, c'est pour une fois, c'est pas les longues sessions, et je pense que les budgets sont pas les mêmes. en Mais tout cas, ce qu'on comprend très vite en étant à cet endroit-là, c'est que c'est très difficile d'avoir du temps pour aller voir des choses. Bah, du temps parce qu'en plus, on a évidemment le travail administratif. Nous, on est en plus beaucoup pris par le travail administratif. On est une très petite équipe et on a beaucoup, beaucoup de travail de ce côté-là. Donc, on est sans arrêt les mains dans ce cambouis-là. Et aller voir les spectacles, oui, c'est très compliqué. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, je m'attends plus tellement à voir des gens venir voir un spectacle quand je fais. Je ne m'étonne pas de ne pas en voir. Je suis content quand il y en a, mais je ne suis pas étonné qu'ils puissent pas venir. Je veux dire, c'est tellement démesuré la masse de travail. Et je suis convaincu que pour eux aussi, c'est démesuré. Je comprends qu'ils puissent pas répondre à un mail parce que c'est le délire de répondre aux mails. C'est quasiment une hygiène quotidienne. C'est-à-dire, je vais répondre à 3 mails tous les matins. Voilà, ça, je vais faire ça. Non, non, c'était pareil pour le téléphone, bien sûr. Donc on comprend. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Je n'envoie plus de mails, je les appelle plus parce que je les comprends tellement. Enfin, je comprends tellement que on est submergé. Et d'ailleurs, je cherche plus à tourner mes spectacles. Parfois, quelqu'un achète. Je dis bah, super, mais je vais pas m'acharner. et dans le rapport qu'ont les gens avec toi, est-ce que ça a changé quelque chose? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas. Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que moi, j'ai pas cherché à devenir programmateur parmi les programmateurs. J'ai pas cherché à m'insérer dans le milieu de la programmation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ben, voilà, il y a le jardin parallèle, il y a tout le travail qu'on a à y faire et y fournir. Et finalement, j'ai trouvé ça plus intéressant pour moi de continuer à construire cet outil-là et de rester dans une certaine approche artisanale que de venir m'insérer quelque part. Alors on construit quand même des réseaux de ci, de là, et d'ailleurs, j'ai oublié de parler d'un des réseaux quand je parlais du compagnonnage. Sur certains compagnonnages, on arrive à monter en réseau avec Isabelle Mater du Théâtre de la Marionnette de Genève et Françoise Flabat de Tournai. On monte un petit réseau où chacun amenant un artiste, on fait tourner un spectacle qu'ils vont créer ensemble, un jeune artiste, dont notre compagnon. Quand on met ça en place, on appelle ça Hyper Grand Est. Quand on met ça en place, on peut faire tourner, créer ensemble des artistes qui ne se connaissent pas et les faire tourner dans 2-3 lieux, et parfois ailleurs quand on y arrive. Mais oui, donc on fait quand même réseau, on cherche quand même à participer à un réseau, mais on a peut-être plus de facilité à créer ce type de lien parce qu'il y a le lieu et parce qu'il y a cette programmation avec Orbis Pictus. Mais je pense pas que ça ait fait muter spécialement le rapport. Je crois que ce qui fait muter un peu plus le rapport dans la relation qu'on peut avoir au programmateur ou au partenaire d'ailleurs, c'est le temps depuis lequel on est là dans le métier à faire ça ou à faire telle action ou à faire telle chose. Oui, ça peut changer le regard et ça peut changer la relation, l'approche, etc. Est-ce que tu as déjà été amené à enseigner à l'ESNAM ou tu n'as jamais été... Oui, c'est arrivé, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu avais à transmettre là-bas? Est-ce que ça t'a posé question de te dire qu'est-ce que je vais leur donner à ces... Alors, ce qui est intéressant, quand on va à l'ESNAM, ce qui est intéressant et ce qui peut être perturbant, c'est qu'on a tendance à savoir ce que pensent les élèves avant qu'on arrive, pendant qu'on y est et quand on en repart, parce qu'on on sait ce que pensent les élèves en gros. On sait ce qu'ils pensent, d'eux-mêmes à peu près et puis des autres à peu près aussi, quoi.
On sait qu'ils sont assez exigeants, qu'ils sont en vase clos, euh, qu'on n'a pas, on a assez peu droit à l'erreur. Mais tout ça, ça peut être aussi des atouts quand on a fait l'école, puisqu'on sait aussi les endroits où d'éviter les mines, quoi, en fait, un petit peu. Mmh. Et puis, moi, après, je suis venu avec aussi ce que je pensais qui était intéressant à transmettre dans cette école. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était la dramaturgie de la marionnette, j'ai envie de dire, et, les enjeux de l'adaptation de textes littéraires, de nouvelles, de textes fantastiques, c'est-à-dire de textes qui portent en germe un présage marionnettique, on va dire. Donc, quand je suis venu avec des flopées de nouvelles que je trouvais passionnantes de toutes parts, et on a fait un tirage au sort. Et donc, ils avaient tous des nouvelles à adapter en marionnette. Donc voilà comment ça s'est fait un petit peu. Quelle approche j'ai eue avec eux et comment je les ai accompagnés chacun sur des temps de discussion, d'échange sur comment adapter cette nouvelle. C'était le, c'était le projet que j'avais eu avec eux à Charleville. Tu as utilisé 2 fois le terme dramaturgie. Est-ce que tu peux définir le terme dramaturgie pour toi? Bon, pour moi, c'est l'organisation globale d'un récit qu'on va rendre compréhensible à un spectateur. Enfin, c'est un endroit d'échange entre le plateau et la salle. Un endroit d'échange où on va créer de l'intelligibilité. Alors, quand je dis de l'intelligibilité, ça ne veut pas dire que c'est forcément un récit narratif, mais qu'on va essayer d'organiser cette intelligibilité avec tous les outils du plateau. Et donc là, je vais reparler du son, de l'image, du texte. Et tout ça, ça va construire une dramaturgie qu'on va, qu'on va projeter vers le spectateur avec l'espoir que que ça les impacte quelque part. Parce que je trouve que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils reçoivent quelque chose d'à la fois cérébral et sensoriel. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des éléments oui, des petits éléments de récit, des petits éléments de texte quand même, des éléments de réflexion, mais aussi que ce soit impactant, quoi. Ce qu'on peut faire avec la marionnette, ça peut être tellement impactant. C'est-à-dire les objets ils peuvent être tellement saisissants, ils sont tellement chargés, tellement symboliques, hein, parfois, tellement oniriques, tellement... Enfin, on peut les remplir de tellement de choses, ces objets, que oui, je trouve ça intéressant de pouvoir avoir un impact sur la perception sensorielle du spectateur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Festival Orbis Pictus s'intéresse aux formes courtes? Et est-ce que pour toi, la forme courte, elle a un lien avec la marionnette intrinsèque ou est-ce que c'est venu comme ça et c'est resté comme ça? Est-ce que pour toi, la forme courte, elle a un intérêt particulier? Alors le choix de la forme courte sur Orbis, il était systémique. Donc il y a plusieurs questions dans la question. Je vais répondre peut-être d'abord sur la forme courte et le lieu de la diffusion. Nous, on a créé Orbis Pictus dans un endroit qui s'appelle le Palais du Tau, qui est un endroit où il y avait plein de salles en enfilade, en fait, plein de petites salles, un espace de circulation. Et ce qui était intéressant, c'était de jouer avec ce lieu, avec cet espace de circulation, et d'aller installer des formes dans les différents espaces. Et dans ces espaces, enfin, c'est des petits lieux, donc ce qui était intéressant, c'est de garder aussi la dynamique de circulation. Donc on a joué avec la forme brève aussi pour ça, parce qu'on pouvait continuer à se déplacer dans le Palais du Tau, visiter le lieu, visiter pas la charge architecturale, mais aussi, c'est aussi un lieu muséal, donc il y a aussi des objets à voir. Donc l'idée c'était de garder un peu le tout, de pouvoir garder la visite, et en même temps de pouvoir assister à des spectacles à tel endroit, sachant que c'était des endroits qui étaient très différents. Il y a une salle basse qui est gothique, il y a une ancienne chapelle, il y a des salles qui sont Renaissance. Enfin, c'est vraiment un lieu qui est très riche d'histoire aussi, puisque c'était le lieu de vie des archevêques. Donc il y avait cette dimension-là. Et après, sur l'autre question, oui, effectivement, moi je crois que la marionnette, elle a un lien avec la forme brève, en tout cas, elle a un lien historique peut-être, parce que c'est des choses qui sont souvent jouées dans la rue et donc qui ne pouvaient forcément pas être très longues, j'imagine en tout cas. Et puis je pense qu'elle a un lien contemporain avec la forme brève, parce que, étant donné qu'on invente des objets de plus, enfin, c'est pas toujours, bien sûr, il y a des objets parfois traditionnels, mais il y a des objets qui sont aussi hybrides, qu'on va inventer et on va pouvoir, c'est ça que je trouve passionnant, on va pouvoir créer des spectacles sur des alchimies qu'on a envie d'explorer et qui peuvent être un poème, une musique, un texte bref voilà, qui nous a marqué et qu'on va avoir envie d'explorer en dépit de tout critère commercial. Et quand je dis en dépit de tout critère commercial, j'inclus également la durée, puisque 1 heure de spectacle, c'est une durée commercialisable du spectacle. En fait, si on a un spectacle de 5 minutes, mais pourquoi pas 10, 15, 20, 30, peu importe, pourvu que cette durée
épouse l'histoire qu'on va raconter. Dès l'instant où on se dit il faut que ça dure 1 heure, on est déjà en train de frelater le geste artistique, de le matiner avec une dimension de vente du spectacle. Et donc la forme brève, elle est subversive pour moi parce qu'elle va à l'encontre de la vente d'un spectacle. Et donc de la faire en plus dans un lieu patrimonial, ben voilà, ça double la subversion, j'ai envie de dire. Très bien, tu as parlé plusieurs fois de cet endroit de la programmation, du choix de la programmation. Est-ce que tu as, une idée ou tu as déjà réfléchi à comment il pourrait y avoir plus de programmation, que le public rencontre plus d'œuvres artistiques? Alors, au début, j'avais peur de l'extérieur en tant qu'artiste, mais maintenant de plus en plus, je me dis que la rue, c'est vraiment un endroit intéressant. J'ai pas du tout un rapport évident à la rue. Puis dans la rue, il faut distinguer l'extérieur de la rue, c'est pas pareil, c'est-à-dire de jouer dans un parc clos, comme c'est le cas à l'hôtel de Verchères, ou de jouer dans une rue passante avec des gens qui ne vont pas forcément s'arrêter. C'est pas du tout la même chose. Hem, mais je commence à trouver cette énigme de la rencontre avec le public intéressante. Et donc oui, c'est un endroit, alors il s'est passé quelque chose, on a fait des marionnettes participatives à de taille géante au départ avec, Eduardo Félix, un marionnettiste brésilien, et ces objets-là, ont rencontré, l'adhésion du public à l'extérieur, dans la rue, et l'adhésion des programmateurs également, donc c'est quand même une double adhésion assez intéressante et une triple adhésion je dirais parce que, heu, on ce qu'on a trouvé intéressant c'est de les vendre comme des objets de transmission également, des objets participatifs. Ils ont été construits de manière participative avec du public tout venant, pas des pros, et on les fait manipuler ensuite dans la rue par le public. Donc c'est aussi un outil de transmission, ou en tout cas je trouve de retour vers le public qui va peut-être voir beaucoup de spectacles et cetera et puis là va pouvoir, manipuler un objet. Donc je trouve ça intéressant dans la rue qu'il puisse y avoir ça. Que le public de la rue, ou que les bénévoles, ou que les équipes puissent goûter à la manipulation de ces objets et les faire vivre dans la rue. Donc là, je trouve il y a un endroit qui commence à m'intéresser pas mal avec ces objets déambulatoires en fait. Et là, c'est un peu la zone d'exploration en ce moment pour les spectacles du Jardin Parallèle et pour le prochain Compagnon qui arrive. Il le sait déjà. Et avec ta compagnie, du coup, tu es plutôt resté dans un univers fantastique et de science-fiction, si j'utilise tes termes, ou pas? Ou comment est-ce que ta compagnie, elle a eu une évolution d'un point de vue esthétique? Oui, elle a eu une évolution, c'est vrai. Alors moi, je suis un peu nostalgique des spectacles que j'ai pu faire au début où l'illusion et l'écriture hem, heu, figée du spectacle était forte. C'est-à-dire avec un spectacle qui bouge le moins possible. Et d'ailleurs, le fait que les spectacles bougent, pour moi, ça a été vraiment une douleur, régulière, c'est-à-dire de voir qu'un spectacle, c'était pas un film. Malheureusement, ça se détricote. Malheureusement, le mec, il envoie pas la lumière ou le son au bon moment et tout ça, ça casse l'alchimie que moi j'avais envie de créer. Mais maintenant, je me suis détaché de ça et c'est plutôt des spectacles qui sont assez expérimentaux, où le public est très présent. Donc là, ça a beaucoup muté effectivement, alors l'esthétique, pas trop, je m'intéresse toujours à une dimension esthétique, de l'étrange ou, du choc, mais en revanche, le rapport au public, il a beaucoup changé puisque cette participation dont je parlais à l'instant avec les spectacles ambulatoires, elle est également présente dans les spectacles aujourd'hui où les spectateurs, et l'expérimentation aussi, la recherche vraiment sur de nouveaux enjeux, de rapport, aux spectateurs et au spectacle, font vraiment partie de des nouvelles créations de la compagnie. Les dernières créations en tout cas. Eh ben, j'ai une question maintenant un peu sur le... Tu as encore un peu de temps avec nous? Attends, je regarde juste un truc, je peux? Oui, oui. C'est juste que je regarde la durée de mon voyage en vélo pour aller jusque chez moi, ce qui va me faire vous dire: «Je dois partir tout de suite» ou bien, Tu attends, l'as que depuis 40 minutes avec nous. Et j'ai c'est vrai, encore des questions importantes. 16h20, faut que je parte, dans 5 minutes. 5 minutes. Eh ben, c'est bien, on va Il faut finir. que je parte en flèche. On va faire faudra juste que tu nous rendes le micro.
Oui, bien sûr. On va faire les 5 dernières minutes. J'avais une question sur le. Vous avez eu un contrôle URSSAF Oui. et j'avais une question toujours un peu de manière pratique, c'est-à-dire comment l'information vous est arrivée? Est-ce que c'était par courrier, par recommandé, par mail? Comment vous l'avez vécu en interne? Combien vous aviez de temps avant l'arrivée de Alors, je crois que ça a l'inspection? été, on l'a su il y a 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois. Moins de 2 mois, c'est sûr, puisque quand l'administratrice est arrivée, on ne le savait pas encore. Donc, quelques semaines après qu'elle soit arrivée, on a dû le savoir, on l'a prévenu. Je crois, hein, ça se joue ça tourne autour de ça, autour de 2 mois. Je sais plus comment on l'a, je sais pas, c'est moi qui l'ai reçu, mais j'imagine que c'était un mail, je pense. Mais peut-être c'était doublé d'un courrier. En tout cas, on a été informé par écrit, on n'a pas eu un appel. Bah, comment on vient contre l'URSSAF? On se pose plein de questions, on se dit: «Mince, pourquoi? Comment?» En fait, on en a déjà eu il y a 10 ans. Quand on est à un lieu, je pense qu'il y a une certaine régularité. On pourrait se dire que tous les 10 ans, on risque d'avoir un contrôle URSSAF. Oui, ça inquiète toujours. On a toujours toute cette, comment dire? Comment on appelle ça? Ces légendes qu'il y a autour de l'URSSAF, et des gens qui ont dû cesser leur activité, qui ont dû et cetera, et cetera. Et donc oui, c'est toujours inquiétant parce qu'on se dit: «Mais attends, mais est-ce qu'on a bien tout fait les papiers? Est-ce qu'on connaît?» Mais non, bien sûr, non, certainement que non, c'est sûr. Bon, là, on a eu de la chance. Tout ce qu'elle nous a demandé, on l'avait. La facture, on l'avait. Mais je dirais qu'eux, quand ils se penchent, l'URSSAF, quand ils se penchent sur le truc, ils vont regarder les factures, les grosses factures. Si on a perdu une facture de 9 €, Ils vous ont demandé quelque chose avant, c'est ça? ils nous ont prévenus de ce qu'ils allaient nous demander, Comment ils savaient mais quelle une fois pièce qu'ils ils allaient sont, regarder? ben, ils nous ont demandé des éléments, des grands éléments, je dirais, en amont, qu'on a dû leur envoyer et qui vont leur permettre ensuite de se déterminer par rapport à ce qu'ils vont nous demander plus précisément. Quand ils arrivent, ils vont nous demander par exemple les factures de temps à temps, ben, on voudrait les voir. Donc on doit les sortir, les factures physiques. Heureusement, ils ne nous ont pas demandé sur 10 ans parce que... et, Je crois que c'est 3 ans et d'accord, ben, une ça tourne saison. autour de ça Oui, oui. effectivement, mais heureusement parce que de toute façon avec les factures au bisphénol, je veux dire, elles sont effacées. Donc en tout cas, ils remontent les factures, ils vérifient que tout soit bien indiqué sur les factures, que les sirettes qui sont associées aux factures existent bien. Donc pas de fausses factures, en gros, ne faites pas de fausses factures. C'est pas seulement interdit, c'est aussi que c'est surveillé. C'est ça le pire. Donc voilà, ils vérifient tout ça. Ils nous ont demandé une convention de stage qu'on avait fait avec une personne avec laquelle on continue de collaborer. Heureusement, on l'avait. Donc elle est venue une journée entière là. Elle est venue une journée entière et elle a fait des petits carottages comme ça, on va dire, dans l'administration pour vérifier que ça, on l'avait, ça, on l'avait bien, et cetera, et cetera. Et Des fiches de paye, des trucs, plein de choses en tout genre pour vérifier que c'était, ces dépenses-là étaient bien rattachées à une réalité physique de quelqu'un. Ces dépenses-là étaient bien rattachées à un siret de quelqu'un. En gros, ils vérifient que tout est vrai dans ce qu'on vit. Et la plupart du temps, tout l'est en réalité. Le problème, c'est de bien conserver ces pièces-là, de bien les ranger et de bien les structurer. Et après, la dernière chose importante, je dirais, c'est d'avoir quelqu'un, le plus possible, qui... Nous, on a la chance d'avoir une comptable qui est là depuis le début, une administration comptable qu'on connaît depuis le début et avec laquelle on collabore ensemble. Il y a quelqu'un qui est vraiment comptable de formation. Et là, on mesure à quel point on a de la chance d'avoir cette personne. Parce que d'abord parce qu'elle a un rapport avec la l'URSSAF qui est également comptable, qui a un rapport fluide, elles discutent ensemble, à un moment donné, elles se font des blagues, elles rigolent, on les entend. Mais donc on voit que ça passe bien le courant, c'est rassurant. Mais ça passe bien aussi parce que l'autre, elle est rassurée de voir qu'elle a quelqu'un en face dont c'est le boulot, et qui va chercher les machins, qui lui ramène, etc., etc. Donc, ça s'est passé de manière plutôt apaisée pour nous, parce qu'il y avait cette personne-là qui nous disait: «Ah, est-ce que vous avez la facture machin?» Nous, on cherche, on trouve, on la sort, elle la regarde, elle la vise, ça revient, etc. Donc elle a visé comme ça plein de trucs, toute la journée, pour vérifier que tout était en règle, en gros. Et il y a 10 ans, ça s'était passé aussi bien ou... En tout cas, on n'a pas eu du tout de soucis il y a 10 ans, et là, alors on n'a pas encore le résultat de la chose, mais Anita peut déjà nous auditer qu'il n'y aura pas de soucis, quoi. Très bien. Eh ben, les 5 minutes sont passées. Je crois que tu dois partir à C'est vélo. vrai. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, merci à vous.